Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et souvent, c'est une présentation qui me met en colère, qui m'énerve. Pourquoi? Parce que chaque année, ça fait depuis 3 ans que je fais les présentations. Donc chaque année, je dis la même chose de cette formation. Et je vois que chaque année, ça n'évolue pas des masses. On va parler de Novo Nordisk. Ça va être un mauvais moment à passer. Je vais essayer que ça soit assez court parce que très clairement, il n'y a rien à dire sur cette formation, à part que pour moi, elle n'est pas du tout au niveau où elle devrait être. Donc on va revenir un petit peu sur la saison 2023, mais ça va être assez court, vu les résultats, et puis on parlera surtout de 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez vu cette équipe en 2024, les coureurs à suivre en 2024 pour cette formation, là encore, si vous les connaissez. TikTok, le débrief des compétitions en direct, EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, la petite cloche également, et puis les différentes playlists sont également disponibles sur la chaîne. Vous avez également la page directement de la chaîne si vous pensez avoir raté une vidéo. Bon, Novo Nordisk, chaque année c'est la même chose. Chaque année c'est la même chose. 0 victoire, 91e au classement UCI. Alors on va regarder le nombre de points, mais je pense qu'on va bien se marrer. En termes de nombre de points, ils ont marqué 295 points. Et il y a 2 coureurs qui en marquent 90. C'est-à-dire que si tu enlèves ces 2 coureurs-là, on dépasse même pas les 100 points. C'est pour dire quand même le niveau, et dont un coureur qui a 39 ans, hein, qui est Peter Custer. Je rappelle l'objectif de départ de cette équipe, c'était de montrer qu'on peut être performant, qu'on peut avoir une vie normale en ayant le diabète, un diabète important. Dans la réalité, cette équipe montre bien que avoir une vie normale avec le diabète, c'est pas possible. Enfin, une vie de sportif de haut niveau, c'est pas possible. Parce que c'est l'exemple typique de l'équipe qui n'a rien à foutre en deuxième division. Qui est là juste parce que économiquement vous avez un sponsor qui met de l'argent chaque année sur la table, qui permet à cette équipe de rester en deuxième division, mais qui n'a aucun intérêt sportif à être en deuxième division. 91 points, il y a 91e, il y a largement des équipes de troisième division. Je pense à Saint-Michel-Aubert 93, je pense Go Sport, par exemple en France, même CIC, une Nantes Atlantique. Ces équipes-là pourraient être en deuxième division. Cette équipe n'a rien à faire là. Ces coureurs n'ont rien à faire en deuxième division. Il y a beaucoup de coureurs qui seraient plutôt dans des championnats amateurs aujourd'hui, qui n'ont rien à faire en tant que professionnels. Alors oui, l'histoire est intéressante, on dit, mais sauf qu'il y a un moment, il faut des résultats sportifs. Sauf que tu n'as pas de résultats sportifs. Ça fait depuis 10 ans que tu n'as pas fait une bonne saison. Leur record, c'est 2012. Et je crois que c'est parce qu'il n'y avait pas que des diabétiques en 2012 dans cette formation. Depuis 2012, donc fin d'année 2012, donc en 10 ans, l'équipe a gagné 4 victoires. 4 victoires. Est-ce que ça a un intérêt pour faire la promotion du diabète? Enfin, de la lutte contre le diabète et des médicaments pour le diabète. Parce que 4 victoires en 10 ans, il n'y a aucune équipe en deuxième division qui a un score aussi pourrave. Je rappelle que TDT en a fait 3 sur une année. Voilà. Qui est une équipe qui était en continental et qui vient de monter en deuxième division. Donc c'est du n'importe quoi en termes de résultats. C'est-à-dire que cette équipe n'a rien à faire là. Chaque année, je le dis. Chaque année, je dis, cette équipe n'a rien à faire là. Alors oui, je veux bien qu'on me dise, oui, mais ça permet de mettre en avant le diabète. Sauf qu'il y a un moment, encore une fois, il y a des critères sportifs. Au niveau sportif, moi je juge au niveau sportif, ces coureurs-là, la plupart ne sont pas des coureurs professionnels. La plupart de ces coureurs n'iront pas dans d'autres formations. Ils sont coureurs cyclistes professionnels parce que Novo Nordisk les a accueillis. Est-ce que un Stefan Clancy ou un Lucas Doge ou un Charles Planète seraient professionnels chez Saint-Michel-Aubert 93? Non, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Moi, je préférerais aujourd'hui que Novo Nordisk fasse plutôt une bourse pour soutenir certains de ces coureurs-là, les meilleurs,
et essayer de les mettre dans des formations plus importantes. Ça aurait de l'intérêt. Là, aujourd'hui, de tous les réunir dans une même équipe qui n'arrive pas à avoir de résultats, qui, à part faire des échappées, ne fait pas grand-chose, qui n'est quasiment plus invité sur des grosses épreuves, parce que là aussi, je parlais de visibilité, mais Novo Nordisk, je crois que je les ai vus une fois cette année, pas si c'était pas Milan-San Remo, sinon je les vois pas de la saison. Ah, ils ont fait le Tour de Pologne, comme j'ai pas suivi le Tour de Pologne, voilà, mais vraiment, je les ai quasiment pas vus de l'année. Il y a des équipes Conti que j'ai plus vu que ça. Donc en termes de visibilité pour ton projet, c'est le néant, quoi. Et je me dis que ça doit coûter un pognon à Novo Nordisk parce que ils n'ont pas d'accord avec, avec des fournisseurs de vélos, de tout ça. Donc ils doivent tout payer au prix fort au niveau de l'équipement. Et je me dis, putain, ça fait depuis des années qu'ils payent des trucs au prix fort pour des résultats qui sont proches de zéro, pour un effet marketing qui doit être proche de zéro. Je me dis, putain, c'est Sanofi, parce que Novo Nordisk au-dessus c'est Sanofi, hein. Putain, Sanofi, ils aiment mettre de l'argent par les fenêtres. Et en plus, je rappelle qu'il y a une équipe réserve. Cette formation a une équipe réserve. C'est fantastique. Le monde est fantastique. Donc les victoires, 0 cette année, hein. La dernière victoire date de 2022. Du côté des transferts, 3 départs pour 4 arrivées. Les 3 départs, c'est Jonas Antala qui a pris sa retraite comme Robbie Kurens. Et puis Ulukbek Seydov, lui, est revenu dans son pays en Azerbaïdjan pour aller chez Tashkent City Professional Cycling Team, équipe qu'il avait quittée avant de rejoindre Novo Nordisk. Donc autant vous dire que voilà, ça n'a pas été l'idée du siècle pour lui. Parmi les coureurs qui sont arrivés, un coureur, on ne sait même pas d'où il était, Alessandro Peracchione, et puis 3 coureurs qui étaient dans l'équipe de développement, Dorian Percule, Antonio Polga et Nathan Smith. L'effectif 2024 est donc composé de 20 coureurs. Le plus jeune à 18 ans, c'est Alessandro Peracchione, et puis le plus âgé, c'est Peter Custer qui a 39 ans. 7 coureurs ont 30 ans ou plus, Charles Planet, Stefan Clancy, Logan Philipson, Sam Brand, David Lozano, Andrea Perron, Custor. Et les 3 coureurs les plus âgés, Lozano, Custor, Perron, c'est eux qui, on va dire, ont apporté les meilleurs résultats à cette formation sur les dernières années, mais ça reste quand même extrêmement faible. Alors j'ai choisi... Je sais même pas s'il y a des coureurs à suivre dans cette formation. Moi j'ai choisi quelques noms pour vous montrer quand même la faiblesse des résultats de ces coureurs. Je commence avec Dorian Percule, donc coureur français de 24 ans, qui était depuis 3 ans dans l'équipe de développement, donc qui est en continental, qui a rejoint l'équipe 1. Bon, hors délai sur l'étape 2 du Tour d'Istanbul, 29e de l'épreuve In the Footsteps of the Roman, 58e du Tour de Bulgarie, et abandon sur le Tour de Rhodes, par exemple, parmi ses résultats. Donc c'est quand même pas foufou. Je crois que c'est lui que j'ai vu qu'il avait abandonné les championnats de France junior dans sa carrière en 2017. Donc voilà. Et ouais. Coureur qui n'a pas des grands résultats. Et de toute manière, ça reste quand même la saison où il a quasiment le plus couru, 34 jours. Il n'a même pas de points Pro Cycling Stats. Ça fait quand même depuis 2021 qu'il est techniquement professionnel. Il n'a aucun point Pro Cycling Stats. Voilà. Stefan Clancy, lui, il a marqué qu'une fois des points Pro Cycling Stats, c'était en 2015. Alors lui, il est assez marrant, Stefan Clancy, dans les carrières qui n'ont aucun sens. C'est que c'est un mec qui doit courir maximum 20 jours dans l'année. L'année dernière, 2023, c'est un coureur qui a 31 ans, c'est pas un coureur qui a un âge canonique, il a fait 5 jours de course. Dans ces 5 jours de course, il y a 2 abandons. Le premier abandon, c'est le Grand Prix Miguel Indurain, le deuxième abandon, le Tour des Man. C'est bien, très belle saison. 2022, eh bien là, saison exceptionnelle, 9 jours de course. Alors là, il avait pété les scores. Abandon sur le Tour de Man, abandon encore une fois sur le Grand Prix Miguel Indurain, abandon sur le Tour d'Estonie, abandon sur le Chal des Prages. On regarde 2021 alors. 2021 ou 18 jours, c'était exceptionnel.
et il a réussi à finir une course. C'était la Belgrade Banja Luka en avril. C'est-à-dire depuis avril 2021, il a quasiment pas fini une course. Ouais, c'est fort, hein. Je pense qu'il y a peu de coureurs qui ont ce résultat-là. En 2020, 4 jours de course, un abandon. En 2019, 20 jours de course. 2018, 29 jours de course, c'est exceptionnel. 2017, il en avait fait 51, ce qui là est son record. Je me demande à quoi ça sert d'être cycliste professionnel pour l'être 5 jours dans l'année. C'est un salaire qui coûte cher pour Stefan Clancy. Je vois encore une fois pas l'intérêt de mettre professionnel ces coureurs-là. Alors il y a David Lozano. David Lozano qui reste le coureur qui amène quasiment les meilleurs résultats à cette équipe, qui est dans cette formation depuis 2012. Voilà, il a 35 ans, il a gagné notamment une étape du Tour de Rwanda comme fait d'armes. Cette année, 34e du Tour de la Mirabelle, et j'ai envie de dire c'est déjà pas mal, 13e du Tour des Man, et puis voilà, en termes de grands résultats, mais il a couru quand même 42 jours de course, ce qui est presque un record dans cette équipe. Lucas Doge, bon voilà encore 24 jours de course cette année, 73e du Tour de la Mirabelle, 60e du Tour de Turquie. Bon, c'est pas des résultats exceptionnels, coureur qui avait fait 28 jours de course en 2022. En 2021, il avait fait 3 jours de course. En 2020, 10 jours de course professionnelle depuis 2021 dans cette formation Novo Nordisk. Donc, on voit qu'en termes de résultats, c'est quand même pas la folie. Puis Andrea Perron, 35 ans, vainqueur du GP Cranch en 2022, qui reste sa plus grande victoire, je dirais. En 2023, il fait 7e d'une étape du Tour de Turquie, 8e donc du GP Cranch, 2e d'une étape du Tour de la Mirabelle, vainqueur du classement des sprints, et puis sinon il a abandonné sur pas mal de courses également. On voit vraiment l'intérêt de mettre ces coureurs pour prôner le fait qu'on peut avoir une vie normale avec le diabète. On s'aperçoit que non, c'est compliqué d'avoir une vie avec le diabète. Le maillot 2023, il est assez ressemblant au maillot 2024, c'est-à-dire du vert et du noir, enfin une sorte de bleu foncé noir et du vert, avec un petit changement, parce que l'année dernière, le maillot avait un message pour les 100 ans, je crois, de la découverte de l'insuline. Donc en 2024, il n'y a plus ce message-là. Mais voilà, le maillot est un petit peu différent, mais il y a toujours une manche verte. Et désormais, c'est une sorte de petite tache, mi-damier vert sur le maillot. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!